Quand j'étais à Toronto, j'ai vu aussitôt que l'anthropologie à Toronto, c'était entièrement une branch office plus ou moins de certaines universités américaines. Il n'y avait vraiment pas d'anthropologie canadienne, mais que c'était une anthropologie qui entièrement gérée par des immigrants qui sont venus des États-Unis et qui avaient des positions clés en anthropologie. Pas dans le reste. L'université de Toronto, une très très bonne université, mais le département d'anthropologie était alors l'un des départements plus ou moins oubliés. Et l'université savait que c'était très mauvais le département, mais on ne savait pas quoi faire avec. Et donc, ça a pris beaucoup de... ils se méfiaient viscéralement de tout ce qu'on faisait. On avait beaucoup raison. Les doyens des sciences sociales savaient que c'était un bordel. Et tout le monde le savait. Et aussi, la même année que moi, j'ai quitté le Toronto. Sandra Wallman et plusieurs autres gens ont quitté aussi, on sont allés à l'autre université parce qu'on était vraiment fatigués de tout ça. Et ensuite, finalement, après notre départ, l'université de Toronto a commencé à s'organiser sérieusement autour de l'anthropologie. Et maintenant, le département est très respectable. Mais ça a pris quelques années pour changer la chose. Mais nous, on avait quand même les immigrants des États-Unis qui ont voulu. C'était des élèves de Marvin Harris à Columbia et des choses comme ça, qui étaient très puissants. Alors, à ce moment-là, il y avait ce débat absurde entre Lévi-Strauss et Marvin Harris, tu te rappelles? Hein? Sociobiologie. Oui, 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 oui. Et alors, donc, à ce moment-là, moi, j'étais évidemment du côté de Lévi-Strauss et alors Marvin Harris était vraiment ridicule, un peu partout à Toronto. Mais alors, donc, c'est à cause de ça aussi que j'ai cherché un autre endroit parce que maintenant une autre question sur la liste. Comment je suis allé au Québec, n'est-ce pas? Oui. Alors ça, c'était très bizarre parce que j'étais très intéressé par le Québec, parce que il y a tous les souverainistes et les gens des boîtes de chansons, etc., qu'on avait aussi à Toronto un peu. J'ai rencontré tous ces Chartrand et ces gens comme ça. Et je voulais aussi aller à Montréal pour voir tout ça. Ça m'a intéressé. Et concurremment, il y avait donc le problème professionnel qu'on avait avec Marvin Harris et mon Columbia effectivement le système, le fait que le Toronto était totalement l'anthropologie à Toronto était totalement colonisée par surtout New York. À ce moment-là, il y avait une rencontre du American Anthropological Association à Mexico.
en 75. En 74, la fin de 74, je pense. Quelque chose comme ça, oui. Novembre, c'est toujours, n'est-ce pas? Novembre 74. À Mexico. On avait beaucoup d'argent à ce moment-là aussi. Parce que tout le département de Laval est allé à Mexico. On a une grosse hospitality suite, énormément de bières mexicaines. Et c'est là que j'ai rencontré toute cette bande-là. Et là, on avait toutes sortes d'idées en commun. C'était vraiment décidé à Mexico que je devais aller à Québec. Vous parliez français déjà? Peu, je n'ai pas trop mauvais, oui, mais alors, j'ai appris ça à Amsterdam, et ensuite j'avais lu les œuvres de Lévi-Strauss et d'autres choses, ou de la littérature française. J'avais une certaine connaissance de français, mais vraiment, comme étranger, je ne sais vraiment aucune... la première fois que j'ai vraiment résidé en France, c'était en 70. Ah ben ça, donc c'était vrai, 70, oui. 70, ma sœur était là, et moi j'étais là, et à ce moment-là, j'ai rencontré Lévi-Strauss et tout ce monde-là. Non, j'avais appris un peu de français pendant cette période de 3 ou 4 mois à Paris. Quelle était la réception de Lévi-Strauss au Canada à cette époque? La réception des idées de Lévi-Strauss au Canada à cette époque? Il y a plusieurs types de réceptions. À Toronto, de radio, etc. On a beaucoup aimé ça comme conférencier, etc. L'endroit le plus important pour les visiteurs, c'était la Colombie. Et là, il a vraiment un impact considérable. Aujourd'hui, quand je parle aux anthropologues canadiens, anglais, on me dit, oui, le livre qui est le plus influentiel chez eux, c'est qu'on appelle le Voix démasqué. Et là, on est d'accord que c'est une interprétation brillante de symbolique que personne n'avait jamais comprise, et que Lévi-Strauss a vraiment mis de l'ordre là-dedans, et que maintenant, toute l'idéologie de tous ces peuples autour de Vancouver est vraiment intelligible à cause de l'analyse de tout ça. Et aussi à cause de l'homme nu, n'est-ce pas? Ça, c'était entièrement... mais l'homme nu a eu beaucoup moins d'influence surtout aussi parce que c'était un visuel, n'est-ce pas? Pas de problème de langue, plus facile d'entrer dans... Mais là, je pense que c'est... et joue un rôle très important maintenant dans le musée à Vancouver, l'université de la Colombie. Un très beau musée, et toutes les masques qui sont dans la voie des masques, les originaux à Vancouver. C'est tout ça, c'est là. Et ça, strictement, techniquement,
l'influence de Lévi-Strauss au Canada se voit principalement à Vancouver. Votre thèse de doctorat, c'est 1973. Hein? Votre thèse de doctorat, Ah. c'est 1973. 73, non, le doctorat, c'était 70, je pense. 70. 70, oui. Et bon, parce que je suis allé, quand je suis allé à Paris, Lévi-Strauss m'a invité. Ça, c'était après mon doctorat. Avec le doctorat à ce moment-là. Mais j'étais toujours à Toronto. Et j'imaginais pas vraiment fonctionner en français jusqu'au moment où j'ai obtenu le poste à Québec. À Québec. C'était quoi la spécificité de l'anthropologie à Québec dans ces années-là? La spécificité? Ça a changé tellement. Parce que d'abord, c'est fondé par comment on dit, Marc-Adélard Tremblay. Marc-Adélard Tremblay. Marc-Adélard Tremblay, ça fait partie de l'élite fédéraliste, n'est-ce pas? Et c'est lui qui avait énormément d'argent du fédéral pour faire toutes sortes d'études des autochtones. Et tout ça a fonctionné assez bien, tandis que Jean Chrétien était ministre des Affaires autochtones. Et on peut... alors, moi, je ne suis pas un grand amateur de la politique de Chrétien en général, mais comme ministre des Affaires autochtones, il était première classe. Il a fait toutes les choses qui s'imposaient à ce moment-là. Et aussi la critique de ce que c'était le ministère à ce moment-là. Et a utilisé des gens comme, surtout, disons, Tremblay était l'une des personnes qui a reçu beaucoup d'argent pour développer les conseils de bande, etc. Et moi, j'ai bénéficié de ça aussi, parce que moi, j'ai été payé par ce projet. Et j'ai aussi travaillé pour ce projet. Mais à ce moment-là, j'étais en Colombie. Et je n'ai jamais rencontré Marc-Adélard Tremblay. J'ai travaillé avec mes professeurs en Colombie. Et eux, ils m'ont dit ce que je devrais faire. Et j'ai dû faire des études de conseil de bande. D'abord à Alberta, ensuite à Manitoba. Et j'ai trouvé que cette autonomie des conseils de bande était plus une foutaise et que les autochtones avaient exactement la même idée que les Maoris sur ce qui constitue la souveraineté. Et c'est juste leur problème, c'est qu'ils n'ont pas vraiment organisé leur traité aussi bien que les Maoris. Vous avez publié un article dans la revue Anthropologie Société sur le... Oui. Peut-être sur ces questions-là, je ne sais pas si oui, ça c'est élaboré là-dessus. Publié il y a quelques années, oui, c'est ça, oui. Alors c'est ça, Natacha qui a fait ça. Oui, c'est ça. Oui, dans le numéro que Natacha oui, a c'est ça, dirigé. oui. Mais il y a peut-être d'autres réflexions que vous voulez ajouter sur ce projet-là.
Euh, c'est quel projet? L'étude des bandes autochtones là, en Alberta. En Alberta, oui, 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 j'étais pas parce que ça, c'était le. J'ai publié un article et ça, c'était surtout pour. Euh, ah oui, sur euh, la concurrence symbolique, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on établit une concurrence qui n'est pas du tout en concurrence, mais qui est simplement le semblant d'une concurrence, quand il n'y a aucune possibilité de faire la concurrence véritable, n'est-ce pas? Et ça, oui. Et ça c'était ma contribution. Quand j'étais une fois que j'étais étudiant, la maîtrise, tu vois, et on m'envoyait faire ce type de recherche euh, à partir de l'université de la Colombie. Et moi, c'est tout ce que j'ai écrit après la danse du soleil. C'est ce que euh, j'ai publié aussi en Anthropologica en 72. Mais ça a déjà dit que alors, ce conseil de bande n'avait pas le moindre pouvoir et que les autochtones, les cris, non, il était encore Les gens du sang. le sang. Il savait très très bien ce que c'était. Et moi j'avais cet avantage de venir pas venir du Canada, mais venir de la Nouvelle-Zélande. Et donc, on a pu parler de ce qu'ils pensaient que de ce ministère de l'affaire indienne, n'est-ce pas? Tout ça, c'était très facile, parce que moi, j'ai été étranger. On m'a tout dit. Et les autres étudiants ont fait des travaux semblables, mais eux, ils ont toujours reçu les réponses formellement correctes, n'est-ce pas? Et ensuite, il y avait un séminaire où eux, on disait ce que les Indiens leur avaient dit. Et moi, j'ai dit ce que les Indiens m'avaient dit. Et alors, nous avions des versions diamétriquement opposées. Je me suis dit, oui, c'est possible d'avoir tellement de différences d'opinion sur ce qui aurait être, pas, vraiment la même matière décrite par deux étudiants. Non? Parce que moi, je suis venu d'un autre pays et j'avais donc droit à un autre type de traitement. Et ça, mais les autres étudiants étaient vraiment des serviteurs obéissants du système canadien. Et ça, c'est partiellement aussi une raison pourquoi je me suis évadé vers le Québec, parce que j'avais compris ce que je pourrais, les limites de ce que je pouvais faire à ce moment-là en Ontario. Maintenant, ce n'est plus le cas, hein, parce qu'on a vraiment ce département fonctionne très bien maintenant. Mais quand j'étais là, ce n'était pas encore le cas. Parce que c'est une université avec une grande réputation. Ça ne veut pas dire que tout le département fonctionne. Ça veut dire quand même que si le département ne fonctionne pas, il y a beaucoup de gens à l'université de Toronto qui le savent et qui veulent changer ça. Et tôt ou tard, ils parviennent à faire ça. Mais à cause des rites de la vie universitaire, ça prend quelques années avant qu'on ait la chance, n'est-ce pas?
il faut d'abord avoir un bon nombre de gens quittent simplement parce que c'est la situation la plus tolérable. Et bon, ensuite, il y a un nombre de postes à pouvoir. Et là, on peut dire, bon, il faut maintenant, si on ne peut pas simplement trouver quelques gens pour mettre là-dedans, mais il faut vraiment avoir une autre idée de ce que c'est que le département. Et maintenant, de toute façon, la, la servilité de cette profession d'anthropologue au Canada anglais, très marqué. On avait beaucoup plus de gens qui ont combattu le système ici à Montréal. À Québec aussi, mais surtout à Montréal. De ce point de vue, le Québec a l'anthropologie au Québec a une histoire différente. C'est-à-dire, en Toronto, on m'a demandé une fois écrire une évaluation de quelques propositions ou autres pour l'Ontario. Et j'ai écrit cette chose que le système au Canada anglais, c'était de mettre une ou deux ou trois personnes de plus qui étaient structuralistes ou de gauche ou marxistes ou quelque chose dans notre département. Et le reste sont de bons conservateurs, n'est-ce pas? Et ensuite, les bons conservateurs donnent le ton. Et les autres sont là pour créer l'illusion de la liberté. Et ces gens-là, alors, les étudiants apprennent ce que disent ces professeurs rebelles. Ensuite, ils expliquent ça dans les grands cours donnés par les professeurs de l'établissement, n'est-ce pas? Et ensuite, ils reçoivent en retour certains types d'arguments qui ne sont pas encore capables de réfuter parce qu'ils sont toujours étudiants eux-mêmes, n'est-ce pas? Donc, chaque fois que tu expliques quelque chose clairement, tu trouves que la semaine prochaine, il y a des étudiants qui ont déjà expliqué ça à ces autres professeurs et reçu toutes sortes de réponses. Et là, ils reviennent chez moi avec la réponse de ce type. Et moi, je dois conduire un débat perpétuel avec ces autres qui ne sont jamais là parce que ça passe par les étudiants, tu vois. Donc, on a une minorité et on a toujours une situation d'être victime vraiment d'une puissance supérieure qui est effectivement la puissance d'Ottawa. Tu vois? C'est comme ça. Il n'y a pas de liberté vraiment dans les universités de Toronto, de Ontario, parce qu'on est très... on n'a jamais mais assez de professeurs qui sont structuralistes ou de gauche, de marxistes ou quelque chose d'autre, pour vraiment avoir la liberté de la parole. J'ai fait le calcul, le nombre il y a toujours une scission dans toutes ces universités et il y a 10 à 15% de la faculté qui a ce point de vue-là.
Donc c'était l'inverse au Québec que vous trouviez, à l'Université Laval? Non, par non, exemple. non, non. Non, pas à ces époques-là. Non, non, non. Non. Ça, c'est intéressant. La division existe, mais il y a deux différences. D'abord, la minorité est plus nombreuse, hein, 40%, disons. Et aussi, il y a une certaine conscience de la part de tout le monde qu'on doit vivre ensemble. Donc ce n'est pas la même chose.